Et juste, pendant un moment, essayez de voir, mais qu'est-ce que vous pourriez explorer que vous connaissez pas encore? De regarder les choses en changeant de regard, comme si vous étiez un enfant. Essayez de sortir de ce qui est complètement convenu. C'est pour ça que les contes commencent par « il était une fois ». Juste, on sort du carcan. On essaye de rentrer dans quelque chose de nouveau. Juste, il était une fois, moi j'adore, parce que quelque chose va arriver. Tout n'est pas figé, tout n'est pas foutu. Bonjour, joyeux Noël. Pour vous faire plaisir, avec Rebecca, on a décidé de faire un épisode spécial de dialogue pour explorer avec vous la magie de Noël et célébrer ce jour tout à fait particulier. Bonjour Rebecca. Bonjour Fabrice. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce que Noël nous touche tous par sa magie si particulière, même quand on est devenu adulte ? Ouais, c'est vrai que c'est un grand paradoxe, parce que la magie de Noël, c'est quand même la magie de l'enfance. C'est l'enfant qui croit à la magie, qui croit à des choses tout à fait singulières. Nous, on est adultes, et pourtant, on est touché par la magie de Noël, et c'est pas du tout si évident. Je me suis beaucoup posé la question en préparant avec toi cet épisode de dialogue. Je me suis dit, mais au fond, pourquoi ça nous touche autant ? Et j'ai cherché, et c'est en relisant Bachelard, qui est un philosophe tout à fait passionnant, qui était d'abord spécialisé sur la question scientifique et puis qui s'est beaucoup tourné vers l'imaginaire. Et Bachelard parle qu'il y a des images qui sont vraiment qui ont une puissance de toucher en nous des zones très profondes. Et ces images, alors lui, il parle du feu, de l'eau, et peut-être que la magie de Noël touche en elle des images tellement quintessentielles de l'humanité que ça nous fait du bien, que on est émerveillé. On est émerveillé de revenir à quelque chose d'élémentaire, de profond, d'essentiel. Et c'est ça, l'arbre de Noël, la lumière. Donc ça touche des choses qui sont très simples, universelles, qui touchent les enfants dès 3 ans, jusqu'aux personnes les plus âgées, les gens les plus savants, comme les gens qui sont pas savants. Tout le monde est concerné par cette présence merveilleuse, simple, élémentaire, qui parle de quoi ? Qui parle de comment habiter la vie. Donc de choses vraiment complètement universelles. Et si on creuse encore un peu plus loin, de quoi ça parle ? L'arbre, la lumière, le fait d'être ensemble, de célébrer, de partager. Toutes ces choses-là, eh ben, ça parle de revenir au centre de sa vie. C'est ça, au fond. De revenir un peu au centre de sa vie. Pourquoi on se réunit avec ce qu'on aime ? Parce qu'on veut savoir à quoi on appartient. On veut savoir qu'est-ce qui compte. On veut revenir à ce qui compte. Pour se retrouver. Pour trouver un axe. Pour trouver un centre. Alors, Noël, c'est la magie, et c'est la magie des contes et des histoires qu'on raconte. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne comprend pas beaucoup, auquel j'ai beaucoup pensé quand j'ai écrit mon livre « Les princesses ont toujours raison ». Quand j'ai relu les contes, je me suis rendu compte que la principale erreur qu'on fait quand on parle des princesses, c'est qu'on croit que les princesses, elles sont passives et elles attendent que quelqu'un vienne les aider. Et en lisant, je me dis « mais non, au fond, les princesses, c'est la même chose. Elles cherchent leur centre. » Si on prend un des contes les plus connus, Podane, c'est quoi l'histoire de Podane ? Vraiment, c'est un des plus beaux contes. En plus, il y a ce film extraordinaire qu'a fait Jacques Demy. Enfin, Podane nous raconte un père qui veut abuser de sa fille. Et elle décide que c'est pas possible. Et elle décide de s'enfuir. Et elle décide de s'enfuir en se cachant sous la peau d'un âne et d'apparaître laide, et donc de cacher sa propre splendeur, qui ne peut pas être reconnue à ce moment-là, de paraître inapparente pour retrouver ce qui est essentiel pour elle. Donc en fait, contrairement à ce qu'on raconte, elle n'est pas en train d'attendre bêtement le prince charmant parce qu'elle est complètement idiote et qu'elle peut rien faire. Elle s'en va d'un endroit qui la menace et elle va comme ça travailler incognito dans une petite maison pour trouver son centre. Et je crois que c'est ça que tous les contes parlent,
C'est comment trouver son centre, et je crois que c'est ça la fête de Noël, c'est trouver son centre. Et donc, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous nous écoutez, pensez à qu'est-ce que vous pouvez faire qui vous aide, vous, à trouver votre centre, c'est-à-dire votre étincelle de vie, ce qui est important pour vous. Et là, c'est toujours magique, au fond. Quand on trouve son centre, quand on s'échappe de la périphérie, on n'est plus à la périphérie. Si on parle de centre, souvent, on est à la périphérie de sa vie. Et la magie de Noël, c'est, allez, on enlève la périphérie et on revient au centre. Après, il y a une autre chose que je trouve très belle à Noël, c'est qu'on fait attention. On décore l'arbre, on fait un bon repas, on essaie de faire attention. Et on voit bien que cette attention qui crée de la magie par ces éléments, parce que Bachelard appelle l'élémentaire, ça nous aide à trouver le centre et qu'on ne trouve pas le centre en restant juste assis sans rien faire. Que ça demande, du partage, du lien, de l'attention. Et c'est magnifique. Et c'est remarquable de voir que de toutes les fêtes, de toutes les cérémonies, les célébrations qui ont été fêtées au cours par diverses civilisations, ce soit celle-ci qui soit restée aussi vive et qui soit autant célébrée. Oui, parce que Noël, c'est la fête de la lumière au moment de la nuit. Donc, il faut trouver son centre, parce qu'on risque d'être désorienté par la nuit qui prend toute la place. Et alors Fabrice, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'on a autant besoin de merveilleux à Noël, alors qu'on sait qu'il n'y aura pas de miracle pendant les fêtes? Parce qu'on se trompe sur ce qu'est le merveilleux. Le vrai problème, c'est que on est tous égarés sur cette idée du merveilleux. On croit encore, c'est joli dans certains films, que le merveilleux, ça va être, Zorro arrive à la seconde et règle tous tes problèmes. Je sais pas, t'as des petits problèmes, peut-être tu voudrais avoir un peu plus d'argent, il y a quelqu'un qui est pas sympathique avec toi, t'as tel problème, hop, le merveilleux, ça va être que d'un seul coup de baguette magique, les problèmes disparaissent. Non, c'est pas ça du tout. En fait, le merveilleux que nous pouvons vivre là, maintenant. Le merveilleux de Noël, c'est qu'on regarde la réalité autrement. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça qu'on parle de... C'est pour ça que c'est la fête de l'enfance, parce que l'enfant regarde la réalité ordinaire et il regarde avec un émerveillement qui rend ce monde plus vivant. Et nous aussi, nous sommes appelés à faire la même chose. Et c'est ça, la fête de Noël nous invite à essayer, nous aussi, de changer notre regard sur la réalité. Et puisque je prends un peu comme fil conducteur ce que nous racontent un peu les contes, on voit que dans le Petit Poucet, il prend des petits cailloux qui vont devenir le chemin qui va le libérer de l'emprisonnement dans la forêt et le ramener à la maison. Et donc le caillou devient un espace magique. En fait, c'est toujours ça qui se passe. Quand on joue enfant, je ne sais pas si tu te souviens, on joue avec une feuille, un bout de bois, et ils sont métamorphosés, ils deviennent magiques, ils deviennent merveilleux. Et c'est ça ce qui est merveilleux. C'est vraiment réussir à ouvrir un monde complètement autre que celui dans lequel on était enfermé. Un conte que j'adore, dont j'ai souvent parlé dans mes livres, et je dois dire auquel je m'identifie souvent, c'est Le Vilain Petit Canard, qui est un conte extraordinaire. Tu te souviens, c'est la maman, elle a des œufs, et puis il y en a un qui est un peu différent des autres, et tout le monde veut le rejeter, parce qu'il n'est pas comme les autres. Et finalement, même la mère, elle le rejette. Et puis il y a le pauvre canard s'en veut, se sent mal, se sent isolé, veut mourir. Puis il découvre en réalité qu'il est un cygne. Il n'y a pas de manière de lire l'histoire, mais on peut lire aussi l'histoire en pensant à Noël et à tout ce que j'ai dit. Au fond, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que rien n'a changé. Le canard, il ne s'est pas métamorphosé. Enfin, il est né cygne et rien n'a changé. C'est juste qu'à un moment, il reconnaît sa propre beauté, sa propre dignité. Il reconnaît qui il est. Évidemment, c'est une métaphore parce que le cygne est magnifique, mais en réalité, ça veut dire, surtout, je crois que l'histoire, c'est ça, c'est chacun d'entre nous, il y a en lui quelque chose de merveilleux, comme le petit Poucet qui a vu un caillou blanc et qui en a fait un espace de libération. Quelque chose de très simple se transforme parce qu'on le regarde autrement et on peut regarder sa vie autrement. Et peut-être c'est un exercice qu'on peut faire là aussi, nous, à Noël. Qu'est-ce que je peux regarder des gens autour de moi et voir par où eux aussi, il y a quelque chose en eux de merveilleux.
Et je crois que ça changera beaucoup de choses, parce que tous ces repas qu'on doit faire à Noël, ça peut devenir vite fastidieux. Mais si on essaye de prendre les lunettes du vilain petit canard, et on essaie de dire, ah oui, cette tante qui m'ennuie, mais par où je pourrais mettre mes lunettes et voir le signe qu'il y a en elle, regarder un peu ce qu'il y a de merveilleux chez chacun, juste pour qu'au moins le moment de partage soit un moment un peu plus merveilleux. Et comment est-ce que les princesses éclairent cette qualité de clairvoyance que Noël réveille en nous ? Ah, ça, c'est très provocateur de dire ça, parce que la plupart d'entre nous, on pense que c'est le contraire, que les princesses, la tradition a donné une vision de femme soumise dont il faudrait se libérer pour entrer enfin dans un âge d'or. Et en fait, Simone de Beauvoir, elle explique très bien ça. C'est la conception dominante aujourd'hui. Elle explique que les contes, c'est un peu affreux, parce que voilà, la princesse, elle est passive, elle attend bêtement qu'un prince va venir. On parle d'un happy end qui réglerait tous les problèmes quand l'amour viendra, et donc ça rend les gens complètement impuissants. L'amour récompense la passivité. Voilà, c'est parce que tu es vraiment passive, tu bouges pas. Alors il y a un prince qui va arriver. Et donc il y a toute une idéologie, dit-elle dans les contes, qui participe de l'enfermement des femmes, alors qu'il n'y a aucune clairvoyance du tout. Et je comprends ce que dit Simone de Beauvoir, mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas lu les contes. On est resté à des images. Parce que quand on lit les contes, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est presque... c'est frappant, c'est presque l'inverse. On voit au contraire que l'héroïne ne se sort de la difficulté que parce qu'elle voit clairement ce que personne d'autre n'a réussi à voir. Et là, et Simone de Beauvoir remarque ce qui est très juste dans la logique que je conteste, mais dans sa logique, elle voit que ce discours amoureux où la princesse attend bêtement le prince est une manière de nier complètement les violences politiques, les violences sociales. Tout est nié des conflits sociaux qui existent. Mais à mon avis, même si c'est très pertinent dans ce qu'elle essaye de voir, Simone de Beauvoir, malheureusement, n'a pas lu les contes. C'est son idée des contes. Mais si on lit les contes, on est absolument déconcerté parce que ça ne parle pas du tout de ça. Il y a bien une idéologie qu'elle décrit qui est très juste. Il y a bien une idéologie qui a été véhiculée socialement de la femme qui doit attendre l'homme et tout ça. Mais les contes eux-mêmes ne disent pas ça. Mais il y a cette idéologie-là qui a fini par raconter ça. Et il y a plein de femmes qui ont attendu qu'un prince arrive, qui n'ont pas pris leur vie en main. Et il y a tout un discours romantico un peu niais qui existe dans notre société, et là Simone de Beauvoir a raison, qui font que les gens ne voient pas du tout les violences sociales, politiques qui existent et nous rend aveugles aux vraies causes de notre souffrance. Mais ce qui est absolument frappant, c'est que dans les contes, c'est l'inverse. Gretel, elle voit un moment de clairvoyance, on est prisonnier de cette sorcière et je vais m'en sortir. Donc elle voit, il y a un truc là. Et je trouve ça, c'est vraiment tellement important. Comment on fait jaillir un moment de clairvoyance Alors, c'est pas vraiment un conte, c'est un récit de la mythologie les plus connus, Thésée et le fil d'Ariane. Peut-être les gens se souviennent pas, mais on sait au moins le fil d'Ariane, qu'est-ce que c'est. Donc, Thésée doit aller se battre contre le Minotaure, qui est un monstre terrible, qui est au cœur d'un labyrinthe effrayant. Et tous les gens qui ont essayé, parce que le Minotaure réclame, on lui donne des jeunes hommes et des jeunes femmes qui mangent chaque année. Et Thésée a décidé d'arrêter le maléfice et d'aller lutter contre le monstre. Mais en général, quand tu rentres, puisque c'est un labyrinthe, tu peux pas en sortir. Et donc le Minotaure te retrouve, tu y échappes pas, et le Minotaure a tué tous ceux qui ont essayé de le mettre à mal. Et là, c'est absolument clair, il peut pas s'en sortir tout seul. Il est fort, il est musclé. Ça fait des mois qu'il fait de la musculation, non, je rigole. Mais il peut rien faire. C'est Ariane qui va lui expliquer que la seule manière d'en sortir, elle lui donne un fil, tu rentres, et comme ça, où tu seras, tu suivras le fil que tu as mis et tu pourras sortir. Elle a l'intelligence, elle a la clarté. Donc c'est tout à fait frappant qu'il y a ce génie dans tous les contes de la clairvoyance, et moi je trouve ça passionnant. Parce que la clairvoyance, c'est pas la réflexion logique qui vient comme ça. C'est d'un seul coup, on regarde autrement la situation et on se dit, mais là, il y a un truc qui va pas.
Et je crois que ça, c'est une des grandes leçons que nous avons tous à apprendre. Donc la clairvoyance, c'est avant de pouvoir expliquer les choses, c'est vraiment un... C'est sentir que là, il y a un truc qui ne va pas et avoir comme une sorte d'éveil. Pour prendre un autre exemple, dans La Belle et la Bête, pourquoi à un moment la Belle se rend compte que la Bête n'est pas qu'une bête? Pourquoi il y a un moment, d'abord elle voit qu'un monstre, elle est obligée, elle se sacrifie pour sauver son père, donc elle accepte de vivre là, et à un moment elle comprend que la bête n'est pas qu'une bête, qu'il y a un cœur derrière. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on est enfermé dans un schéma de pensée sur quelqu'un et on se rend compte, mais non, cette personne n'est pas ce que je crois. Il y a quelque chose qui fait effraction. Oui. Et c'est ça aussi la magie de Noël. C'est et si je voyais au-delà des apparences pour voir par la force du cœur, par la force de l'âme, par la force de l'intuition, ce que les gens préfèrent. Il y en a qui préfèrent parler d'intuition, il y en a qui préfèrent parler de l'âme, il y en a qui préfèrent parler du cœur. Mais d'un seul coup, on voit ce qu'autrement on ne voyait pas. Alors tu vois, là, j'ai donné l'exemple de Gretel, d'Ariane, de La Belle et la Bête, mais on pourrait prendre tous les contes parlent. En fait, c'est pas tout ce que malheureusement Simone de Beauvoir disait. Tous les contes parlent de ce moment-là. Et ce qui est très beau, c'est justement, c'est pas construit. C'est très simple. Je parle des princesses, mais c'est pas que les princesses. Ça peut être dans les vêtements de l'empereur. Le petit garçon qui dit « le roi est nu ». C'est ça. C'est ça. On voit au-delà des apparences quelque chose, et ça fait tellement de bien, c'est tellement merveilleux. Et ça, c'est ça peut-être que la fête de Noël nous demande de faire, que je vous invite tous à essayer d'expérimenter, de mettre tous les problèmes qu'on a. Voilà, on peut prendre tous nos problèmes, on peut faire la liste, on l'écrit sur une feuille de papier, on les lira plus tard, on plie la feuille, on la met dans la poche, on met le problème de côté pour garder et essayer de faire venir. Voilà, parce que c'est ça. Gretel, elle a plein de problèmes, elle est inquiète, elle a peur, elle a des angoisses, tout. Et oui. Et à un moment, elle a tout noté, tous les problèmes, elle les a mis dans la poche, et qu'est-ce qui se passe? Et là, peut-être, on peut voir une issue. On peut trouver le fil d'Ariane. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi Noël, au-delà de son apparente douceur, c'est autant le lieu des tensions, des contradictions C'est important de parler de ça, parce qu'on a parlé de la magie de Noël, mais il y a peut-être certains d'entre vous, ils sont dans la magie complète, mais pour beaucoup de gens, Noël, c'est aussi la confrontation avec des blessures, avec le sentiment de ne pas être entendu, pas être reconnu, de ne pas être content de la place qu'on a dans la famille, avec nos proches. Noël, c'est un moment aussi qui fragilise. Parce que chacun d'entre nous, à Noël, on est renvoyé à ce qu'on n'a pas eu, à ce qu'on n'a pas pu avoir. Et c'est important de reconnaître ça. Moi, j'aime pas ceux qui écoutent ma chaîne le savent. Mon ennemi, peut-être numéro 1 dans la vie, c'est la niaiserie. J'ai beaucoup de mal avec la niaiserie. Je trouve que ça crée beaucoup de problèmes. C'est important de voir les choses. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi les contes. Je voulais parler des contes pour Noël, parce qu'ils nous disent quoi, tous les contes? Tu ne peux pas trouver la joie sans traverser la forêt, sans traverser l'ombre, sans traverser les difficultés. Alors, c'est un peu... On commence à comprendre aujourd'hui, ça. C'est un peu... Il faut traverser... Voilà, ce que Jung appelle l'ombre, ce que dans les contes on appelle la forêt, rencontrer l'ogre, rencontrer le géant, quelque chose qui nous fait peur et qu'il faut regarder. Peut-être que il faut regarder ça. Ah oui, mes parents m'ont pas donné la place que je voulais, mes frères et sœurs me reconnaissent pas comme je veux, il y a un truc qui va pas, ça ne me ressemble pas. De sentir ça, mais pas de rester enfermé là-dedans, de traverser ça. Parce qu'au fond, ce que les contes nous disent, ça les gens me disent souvent, les contes, c'est enfantin, mais j'ai souvent envie de leur dire, non, les adultes dans notre monde sont enfantins et les contes sont plus adultes que l'infantilisme de notre monde. Exemple d'infantilisme de notre monde, tant de gens croient que voilà, ils vont à Noël, ils ont 35 ans, 50 ans, et puis ils prennent en pleine figure le fait qu'ils n'ont pas été aimés, qu'on les considère comme ceci, qu'on leur en veut de cela, et ça les blesse. Ben, c'est infantile, ils ont passé l'âge. Donc les contes avec des histoires qui ont l'air comme ça, tellement naïves et simples, disent mais non, traverse la forêt, adviens à toi-même.
T'as plus besoin du regard de tes parents. Tu peux construire quelque chose d'autre. Voilà, le petit Pousset, il n'est pas aimé par ses parents. C'est clair, il est considéré comme le moins que rien. T'as le petit Pousset, c'est-à-dire le minable. Bon, c'est ça. Il est celui qu'on traite le minable. Au lieu de se plaindre, ah, il y en a un, c'est gna, qu'est-ce qu'il fait? Il sauve ses frères et sœurs, il invente des choses, il rentre en chemin, il invente sa vie. Donc je crois que c'est ça la fête de Noël aussi. C'est accepter que bien sûr on rencontre ses blessures, mais de ne pas s'y arrêter et de voir comment on doit construire sa vie. Et là, on pourrait presque parler là de ce qui va nous arriver dans quelques jours. On va passer la nouvelle année, et c'est là où il faut, à partir de Noël, se diriger vers ce moment où il faut s'engager dans ce qui est le plus vivant pour soi. Noël, c'est la rencontre avec la magie, avec ce qui est important, avec la blessure et avec la lumière. Et il faut traverser ça pour se préparer à entrer dans la nouvelle année, qui va être le moment de se dire, mais au fond, vers quoi je veux aller? Vers quelle lumière je veux aller? Et il faut aller, il faut aller vers son propre accomplissement à soi, qui ne correspond pas à celui qu'ont voulu nos parents. Donc vos parents ont fait ceci et cela. Vous le sentez, comme vous rencontrez le dragon, c'est pas agréable, c'est pas un problème, parce que vous construisez votre propre vie maintenant. Je crois que c'est ça qui fait qu'on devienne adulte et heureux. Pourquoi est-ce que Cendrillon est-elle une figure si importante pour comprendre ce qu'est un Noël juste? T'en parles dans ton livre? Parce que c'est la fin de la plainte. Parce que la pauvre Cendrillon, elle a la totale. Hein. Elle a une belle-mère horrible, des demi-sœurs horribles. C'est le moment le plus beau de l'année. C'est la fête du bal, mais on pourrait dire c'est Noël. Elle n'a pas le droit d'y aller, elle n'a pas le droit de faire la fête, elle n'a pas le droit d'être heureuse. Donc elle pourrait, ce qui serait logique, se plaindre. Oh non, mais c'est pas bien. Je suis malheureuse, c'est injuste. Alors elle a tout à fait raison de se plaindre. On a toujours raison de se plaindre. Ah oui, c'est injuste, les gens sont pas gentils. Personne ne fait les choses comme il faut, les gens... c'est toujours la faute des autres, c'est la faute du monde, c'est la faute du gouvernement, c'est toujours la faute du gouvernement, enfin, peu importe. Et elle se plaint pas. Je me souviens, quand j'ai écrit ce livre, je relisais les contes, mais au fond, de quoi ça parle pour moi, pour m'aider dans ma vie? C'est comme ça que ça m'a sauté aux yeux. Parce qu'avant, j'avais pas du tout fait attention, j'avais lu le conte comme tout le monde, ça touche des choses, des racines en nous, mais on fait pas forcément attention. Là, je me dis, ah oui, mais au fond, c'est ça. Et si j'arrêtais de me plaindre pour aller de l'avant? Moi, je crois que c'est une des leçons fondamentales dans l'existence. Je crois que c'est mon conseil pour Noël. Au lieu de ressasser, comment on peut aller de l'avant? Comment on peut se tourner vers l'ouvert, vers le soleil qui se lève, vers la vie? Et c'est ça qu'elle fait. Mais si on essaye de faire des ponts avec notre situation, c'est pas que la plainte qui nous entrave, mais c'est aussi tout l'idéalisme. Ah, la fête de Noël devrait être comme ça. Et alors, je suis trop déçu, parce que à Noël, tout le monde devrait être absolument charmant et sympathique, et ma belle-sœur, elle est insupportable, c'est tellement injuste. Ouais, donc, en fait, il faut être plus précis. On a un idéal, et comme cet idéal ne se réalise pas, eh bien, on est déçu, on passe à côté de la magie de Noël. Donc, Noël, mais au fond, cette leçon de vie, c'est qu'il faut accepter les limites. Ben ouais, ma belle-sœur, c'est comme ça. Ou un tel, à Noël, il fait jamais rien, il aide jamais, il met les pieds sous la table, rien. Donc j'accepte qu'il y a des limites, que le monde n'est pas parfait, et à partir de là, je vois quel est le possible. Comment prendre les choses pas trop gravement, et voir par où je peux faire un geste qui rend la vie plus belle. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Au fond, c'est ça qu'elle fait, Cendrillon. Elle essaye d'inventer quelque chose de magique, qui est symbolisé par le fait qu'il y a la marraine qui vienne. Mais moi, je trouve toujours la marraine, c'est notre propre intelligence, qui vient et qui nous dit « Mais si, tu peux faire quelque chose. » Au lieu de te figer sur ta belle-sœur et ton oncle. Moi, j'avais un oncle qui faisait toujours des remarques, mais pendant les fêtes de Noël chaque année, j'avais un oncle qui racontait des choses, mais vraiment tellement misogynes, ça me glaçait le sang. Depuis que j'étais tout petit, je trouvais que c'était vraiment juste effrayant. Mais si on le regarde dans la lumière de Noël que j'essaie de présenter, voilà, il ressemble un peu
un sorte de géant un peu bizarre qui est là. Puis c'est comme ça, on laisse comme ça. Et nous, on voit ce qu'on peut faire de magique. On laisse tomber cet idéal pour faire quelque chose qui a quand même du sens. On pose un acte qui ne triche pas. Nous, on triche pas. Nous, on fait quelque chose qui a du sens. Et du coup, nous, on participe à créer de la magie. Et je crois que ça aide beaucoup. On essaie d'être fidèle au fond à ce qui est important pour nous. J'ai remarqué que dans les contes, la joie survenait souvent ailleurs que là où on aurait pensé a priori. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, dire pourquoi? T'as raison, la joie, les contes nous disent, la joie ne vient pas parce qu'on l'a planifiée. C'est étrange parce qu'on croit le contraire. Enfin, c'est normal, on voudrait tous. Et la joie, à Noël, c'est la fête du partage, comme je l'ai dit, c'est la fête de la joie aussi. Et les contes nous disent quelque chose de très précieux. La joie vient là où on l'attendait pas, qui rejoint tout ce qu'on a dit depuis le début du conte. Au fond, la joie quand la belle se rend compte que la bête n'est pas que monstrueuse, mais il y a quelque chose d'autre en elle. Donc la joie vient dans le surgissement du vivant, ah oui, c'est cette capacité-là qui fait la joie. Il faut abandonner nos projections pour que la joie vienne. Projection, c'est un mot que j'aime bien, parce que souvent, on projette sur le monde des peurs, des envies, des angoisses qui ne sont pas le réel. Voilà, t'as un pull rouge. Moi, ma tante avait un pull rouge. Quand je vois le pull rouge, je pense... Et voilà. Et donc, au lieu de te voir toi, là, maintenant, je projette sur toi des choses. Et souvent, à Noël, c'est la fête des projections. Parce qu'au lieu de voir les gens, on projette nos attentes, nos peurs, nos frustrations. Et peut-être qu'en pensant au conte, on pourrait dire, mais non, au fond, ce qui est merveilleux, c'est de se libérer des projections. Et on ne se libère pas des projections par des trucs bizarres, hein, c'est tout, on remarque, ah ouais, là, peut-être c'est juste une projection. Ah, ouais, c'est simple. Ah ouais, mais au fond, là, toi, tu portes un pull rouge, c'est toi, là, aujourd'hui. Et c'est ça, quand je parle de la belle et la bête, d'un seul coup, elle avait des projections. La bête, c'est horrible, d'un coup, elle la voit, c'est désarçonnant. Et je crois que c'est ça qui peut se passer à Noël. Il y a un moment de partage, un moment de silence. Moi, je sais pas si tu as la même expérience que moi. Des fois, je trouve que tu vas dans la cuisine, c'est pas pendant le repas qu'il y a les moments les plus beaux, mais des fois, pendant que tu vas dans la cuisine, tu aides à préparer un truc, puis il y a une confidence, un moment de partage, un moment de pure magie. C'est tout simple, et là, t'es tellement joyeux. C'est un peu le lieu du pas de côté. Oui. On sort un petit peu du théâtre. Oui, on sort un peu, c'est très bien ce que tu dis. Moi, je me souviens, ma grand-mère, voilà, elle était un peu entêtée, elle voulait pas sortir trop de la cuisine pendant Noël. Mais je me souviens, à un moment, au lieu de me plaindre et tout ça, je rentrais dans la cuisine, je posais des questions, je l'aidais. De temps en temps, je proposais de l'aider de venir un peu plus tôt pour préparer un plat avec elle. C'est des moments qui m'habitent encore aujourd'hui. Elle est plus là depuis très très longtemps, ma grand-mère, mais je sens sa présence dans ces moments-là de partage. Et la joie vient souvent de cela. On laisse tomber ses projections et on laisse quelque chose survenir de tellement simple qu'on aurait tendance à ne pas voir. Et je crois que c'est ça qu'il nous faut apprendre à accueillir. De nombreux contes mettent en scène des familles dysfonctionnelles. Comment est-ce que ça peut nous éclairer à Noël avec notre famille ? D'abord, c'est fascinant, non ? Parce que nous, on est toujours dans ce modèle. Notre famille devrait être parfaite, et on souffre parce qu'on n'a pas une famille parfaite. Bon, il y en a qui ont une famille parfaite, tant pis pour eux. Mais la plupart d'entre nous, tant mieux, nous n'avons pas une famille parfaite, nous avons une famille dysfonctionnelle. C'est un peu une blague que je fais, mais il y avait un philosophe qui s'appelle Merleau-Ponty, qui est un grand philosophe. Il dit qu'il a vécu une enfance absolument heureuse. Enfin, c'est Sartre qui raconte des discussions qu'il a avec Merleau-Ponty, qui lui racontait qu'il a vu une enfance absolument formidable, paradisiaque, et qu'il avait souffert toute sa vie d'avoir perdu cette enfance. Et Sartre demande, est-ce que c'est mieux d'avoir une enfance très heureuse ou une enfance pas heureuse pour s'accomplir plus tard ? Parce que quand on a une enfance pas heureuse, on est obligé d'inventer une autre vie. Et alors, il y a un autre philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur, qui dit qu'on se trompe sur nous-mêmes. On croit qu'on a une sorte d'essence quintessentielle. Mais en fait, nous existons par les récits qu'on se raconte sur notre propre vie.
Donc on se raconte des histoires. Voilà, donc on se raconte une histoire. En fait, on se raconte tous un conte. C'est ça que j'aime bien parler des contes, parce que ça éclaire les contes qu'on se raconte sans s'en rendre compte. Par exemple, voilà, on se raconte tous une histoire. Voilà, quand je suis né, c'était ça, mes parents ont fait ça, il s'est passé ça, et c'est pour ça que je suis ça. On essaye de donner du sens, on peut pas s'empêcher, tous. On se raconte une histoire. Et peut-être que les contes nous invitent à prendre à bras-le-corps. Mais quelle histoire tu te racontes sur toi-même, sur ta propre vie ? Est-ce que tu es obligé de croire à l'histoire que tu te racontes sur ta propre vie ? Est-ce que tu ne pourrais pas modifier l'histoire que tu te racontes sur ta propre vie ? Alors au début, tu me dis, je peux pas. Tu vas me dire, mais je peux pas. Si j'ai le sentiment que mes parents n'ont pas voulu que je naisse, je peux pas me raconter que mes parents ont voulu que je naisse. Ça n'a pas de sens. Mais peut-être que c'est pas si idiot que ça de regarder les choses un peu autrement. Et un indice pour t'aider, tu dois remarquer que tu te racontes plus ta vie de la même manière maintenant qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 5 ans. Ah oui, mais en vieillissant, en changeant, en faisant d'autres rencontres, un aspect de notre vie qu'on avait analysé d'une certaine manière prend une autre forme. Donc en fait, c'est très important de se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'inventer une histoire comme ça, qui viendrait comme on sortirait un lapin d'un chapeau, puis je vais décider non que mes parents m'ont attendu intensément et j'étais leur enfant choyé, alors que je sais qu'ils n'ont pas voulu et que je suis venu un peu par accident. Mais peut-être je peux changer la manière que j'ai de raconter la chose. Je me souviens, je faisais un cours en ligne, tu sais, toi tu sais, mais ceux qui nous écoutent ne savent pas forcément, je fais beaucoup de cours en ligne, où j'aide les gens sur différents sujets. Et dans un cours en ligne, je parlais de ça, et puis une femme m'écrit, elle me dit, moi, c'est simple, j'ai pas été aimé quand j'étais enfant, et ma vie depuis s'est arrêtée, et je ne pourrai jamais être aimé n'ayant pas vécu d'amour. Et je lui dis, non, là, vous vous trompez, vous avez forcément été aimé. Sinon, d'abord, vous ne seriez pas vivante. Un enfant qui n'est pas aimé ne peut pas continuer à vivre. Regardez, dans votre histoire, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, peut-être pas vos parents, mais quelqu'un qui vous a beaucoup aimé quand vous étiez enfant, et qui vous a permis de vous construire. Essayez d'examiner ça. Et puis, j'ai reçu une lettre, mais bouleversante, j'en ai encore la chair de poule, où la personne me raconte que, oui, en fait, elle se souvient, il y avait, je ne sais plus si c'était sa marraine ou sa tante, j'ai oublié, parce que c'est il y a quelque temps, où elle allait tout le temps, qu'il a beaucoup aimé, et qu'elle avait complètement oublié. Elle s'était racontée l'histoire, voilà, je suis née, mes parents m'ont pas aimé, ça explique le sentiment que j'ai. Et là, d'un seul coup, elle a vu, sans que cette histoire, elle est vraie aussi, mais qu'il y a une autre histoire. Ah oui, j'ai été abandonné d'une certaine manière, symboliquement, pas complètement, mais ses parents l'ont pas aimé, donc il y a eu une forme d'abandon. Mais il y a une fée qui l'a recueillie et qui lui a donné des trésors pour qu'elle puisse construire sa vie. Et ça, Réboulan m'a dit, j'étais passé à côté, mais j'ai reçu tellement. Et on voit là qu'on peut, je crois que c'est ça qu'on racontait des histoires à Noël et qu'on devrait repenser à ça. Donc les gens devraient lire mon livre, Les princesses ont toujours raison, parce que ça va les éclairer dessus. Nous avons besoin d'apprendre à raconter autrement nos histoires. Mais même les difficultés, les ogres qui viennent, peut-être faut raconter comment on a survécu aux ogres, comment on a pu faire face à ça. Et je crois que c'est très très important de ne pas se figer dans un récit sur soi-même et de comprendre vraiment. Au début, je suis honnête, au début, quand Ricoeur dit ça, je dis oui, bon, d'accord, c'est pas très profond cette idée. Nous n'existons pas par une sorte d'essence, mais par le récit qu'on se raconte sur soi-même. Mais plus les années passent et plus j'y pense, plus je trouve que c'est une remarque extrêmement profonde. Donc, il y a des familles dysfonctionnelles, la plupart. C'est pas forcément une malédiction. C'est l'occasion d'inventer des chemins, d'inventer des possibles, et de voir qu'est-ce qu'on peut faire de tout cela. Comment ça nous a demandé d'inventer des choses. Voilà. Parce que sinon, on va passer sa vie, je reprends ce qu'on a dit tout à l'heure, dans la plainte de ne pas vivre un monde idéal. Mais la vie n'est pas idéale. Et c'est pour ça qu'elle peut devenir merveilleuse. Si elle était idéale, elle ne serait pas merveilleuse. Elle serait juste tout programmé d'avance. Comment faire pour que Noël ne soit pas juste une parenthèse, mais un moment où on peut vraiment réorienter notre vie ? Ça, c'est important de prendre appui sur Noël. Au fond, c'est bien de finir un peu là-dessus notre entretien.
là, jusqu'à présent, j'ai dit, allez, j'ai donné aux gens plein d'éléments pour qu'ils vivent un Noël plus enchanteur, qu'ils se libèrent des projections, de l'idéal, et qu'ils voient en quoi ça peut être une fête, mais en quoi ça peut nous aider. Eh ben, ça peut nous aider parce qu'on entre en relation pour de bon. Ça nous remet en rapport à quelque chose d'important et d'essentiel. C'est ça un peu le paradoxe de Noël. Il y a un paradoxe, il y a un côté, il y a une déception, et il y a un côté magique, et puis il y a un côté, on peut toucher quelque chose de la vérité de la relation. Et ce qu'on a besoin, c'est la vérité de la relation. Moi, c'est un peu une de mes grandes convictions. On sous-estime, on en parle beaucoup, mais paradoxalement, dans nos vies, on sous-estime à quel point la relation, c'est ce qui nous construit et ce qui est fécond. Mais c'est pas très facile de comprendre ce que c'est la relation. En fait, les gens comprennent pas très bien. Là, il y a un autre philosophe que je trouve très aidant, qui s'appelle Martin Buber, qui a écrit un livre « Je et tu ». Et il montre que la plupart des relations, c'est pas un « je » et un « tu », c'est un « je » et un « cela ». Tu es comme cela. Donc il y a moi et tu es comme cela. Donc j'ai pas relation à un « tu », mais à une détermination, à quelque chose de figé. Et dans la vie, c'est ça qui se passe. La plupart du temps, ils font ça dont tout le monde souffre, tout le monde dit ça, je suis pas reconnu. En fait, je souffre au boulot, je suis pas reconnu. Je souffre dans la famille, je suis pas reconnu. Je souffre dans mon couple, je suis pas reconnu. Ah ouais, on voit qu'un cela. Si on traduit dans le langage de Buber. Je suis pas un tu. Quand c'est que quelqu'un me parle comme un tu, pour que je te parle comme un tu, c'est-à-dire que je sais pas ce que tu es. J'ai des idées, mais il y a quelque chose que je ne peux pas savoir encore. Quelque chose qui s'ouvre. Moi, je crois que la fête de Noël, elle peut être une occasion de retrouver le tu. Et c'est là que j'invite, et qui peut réorienter, faire que Noël, c'est pas juste une parenthèse enchantée, mais que ça nous nourrit en profondeur parce qu'on voit, je peux rentrer dans une expérience je tue. Ou tu tues. Parce que c'est peut-être plutôt tu. Je suis un toi pour toi, et toi, tu es un toi pour moi. Et là, Et donc, comment on fait ça ? C'est à chacun d'essayer d'inventer, mais comment, peut-être ça veut dire oser dire aux gens qu'on les aime, oser manifester l'appréciation qu'on a pour quelqu'un, oser dire merci, oser parler de notre reconnaissance, de l'attention que les gens ont pour nous. En tout cas, essayer de dissoudre le masque social, des apparences convenues, et très légèrement, faut pas tous prendre la tête, mais juste quelque chose qui fait que on sort de cette sorte de réification dans lequel nous sommes pris. Voilà, parce que c'est plus il n'y a pas de risque. C'est pas qu'on est méchant de pas avoir de rapport à un je, à un tu, mais que les gens ont un rapport à des cela. Mais ça met à l'abri. Ah oui, il y a un tel, c'est cela. Il y a un tel, c'est cela. Et je parle à cela. C'est confortable, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de rencontre, mais il n'y a pas de risque. Pour rencontrer, il faut prendre un risque. J'en ai quand même souvent parlé. Il y a toujours un risque d'être avec quelqu'un qui nous veut du mal. Et donc le tu ne peut pas se faire n'importe comment. Il ne s'agit pas d'être naïf. Mais il s'agit de parier pour la possibilité, au moins pour un moment, qu'il y ait quelque chose de moins fabriqué dans la relation. Et je crois que juste cette possibilité, mais même, elle change tout. Mais même avec quelqu'un, même là j'ai pris des exemples, le cela, parce que la personne, on l'a mis dans une case, elle nous ennuie, mais même quelqu'un qu'on adore. Voilà, t'es avec ton conjoint, ça va, t'es avec ton conjoint, tout est en ordre. Et si on met pas tout parfaitement en ordre, et si on s'autorise là, à aller un tout petit peu plus loin, à voir qu'il y a peut-être une trace un peu de cela dans le rapport qu'on a à notre conjoint, et voir est-ce qu'on peut aller plus loin dans le tu, c'est-à-dire dans le risque de l'étonnement, dans le risque de le rencontrer dans sa singularité complète là, maintenant, de ne plus trop savoir ce que cette personne est vraiment. Et là, on rentre dans le tu, et là, on entre dans la rencontre. Et à mon avis, c'est ça l'esprit de Noël. C'est nous inviter dans cet espace un peu chaleureux, un peu protecteur, d'oser peut-être passer du cela au tu, oser baisser la garde. Et peut-être on peut commencer par les gens
qui sont plus proches de nous, d'essayer de faire ça. J'ai parlé du conjoint, on pourrait parler de nos enfants. On a nos enfants, aussi, on finit par les mettre dans le cela. Moi, je pense que c'est la vraie raison de la souffrance de tant de familles, c'est que les parents ont mis les enfants dans un cela, et les enfants ont mis les parents dans un cela. Donc voilà. Et alors, des fois, ça se fait très tôt. On voit, des fois, quand je parle à ma mère, que j'aime beaucoup par ailleurs, j'ai l'impression que j'étais figé dans le cela à 5 ans. Elle me rappelle des histoires quand j'avais 5 ans, comme si j'étais resté l'enfant. « Ah, tu te souviens, à 5 ans, t'as fait ça ?» Et j'ai l'impression que dans sa tête, ça me détermine pour le reste de ma vie. Et donc, mais les enfants font la même chose avec leurs parents, parce que tout le monde se plaint de ses parents, mais les enfants font... Mon père est comme ça, ma mère est comme ça. Donc on enferme tout le monde dans des cela. Et je crois peut-être qu'à Noël, on pourrait laisser tomber le cela et essayer de rencontrer les gens. Et je crois que ça serait merveilleux. Est-ce que tu as un dernier conseil, un dernier mot à nous donner pour les fêtes ? Il faut profiter de ce moment pour entrer dans le non-connu, de rentrer dans la forêt, d'explorer des choses qu'on ne sait pas encore, de sentir qu'on a peut-être un petit espace de liberté qu'on ne soupçonnait pas. Voilà, si chacun prend un tout petit moment, aujourd'hui, voilà, marchez tout seul, pendant 20 minutes, une demi-heure, en bas de chez vous, dans la forêt, je sais pas, là où vous êtes, au bord de la mer, et juste, pendant un moment, essayez de voir, mais qu'est-ce que vous pourriez explorer que vous connaissez pas encore ? De regarder les choses en changeant de regard, comme si vous étiez un enfant. Essayez de sortir de ce qui est complètement convenu. C'est pour ça que les contes commencent par « il était une fois ». Juste, on sort du carcan. On essaye de rentrer dans quelque chose de nouveau. Juste « il était une fois », moi j'adore parce que quelque chose va arriver. Tout n'est pas figé, tout n'est pas foutu. Quelque chose d'autre peut apparaître. Je crois que c'est ça, la magie de Noël. C'est un jour à part. C'est un jour à part. C'est un jour complètement à côté pour qu'on se tourne vers quelque chose d'essentiel et de beau. Ce qui compte pour nous. Et il ne vient pas parce qu'on va retrouver ce qu'on veut, mais parce qu'on est prêt à rentrer dans l'inconnu. Voilà, on voudrait trouver la joie, mais si on veut trouver la joie qu'on a déjà connue, comme on veut, telle qu'on veut, on va se crisper, on va pas y arriver. C'est ça que je dis toujours, il faut se foutre la paix. On va dire ça. Mon dernier conseil, si vous voulez rentrer dans la magie de Noël, foutez-vous la paix pour découvrir la magie qui va survenir complètement par surprise. C'est ça que je dis, prenez un moment pour marcher et essayez de voir quelque chose qui peut vous surprendre dans votre propre vie, dans votre manière de penser, de concevoir les choses. Et je crois que ça deviendra vraiment un jour merveilleux qui va, je l'espère, vous aider à transformer un petit peu votre vie. Merci d'avoir suivi cet épisode de dialogue et de partager cette vision pleine de joie, d'espérance que j'essaye de transmettre dans ce podcast. Je vous souhaite à tous un très, très joyeux Noël et à bientôt.